L'Europe ne se fera pas d'un coup. De Rome à Maastricht, l'écu est mort, vive l'euro. Respect Brexit. Europe is all of us. You are ridiculous. This is Europe's moment to answer the call of history. Long live Europe. Salut, c'est Storyquo, bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans le tour des 27. 27 comme le nombre de pays qui composent l'Union européenne. Et oui, ça représente beaucoup de monde, presque 450 millions d'habitants. Ça fait un paquet d'histoires, de langues, de cultures et de traditions. Ça peut paraître compliqué. Et ça tombe bien car dans ce podcast, on va en apprendre un peu plus sur chacun de ces pays. Un pays égale un épisode. Si vous avez bien suivi, ça fait 27 épisodes, plus quelques numéros spéciaux. Et dans cet épisode, direction le centre de l'Europe, une région où l'on trouve deux pays qui ne sont même pas voisins, mais qui ont plein de points communs. Les deux ont des langues qui se ressemblent, des drapeaux qui se ressemblent et surtout des noms qui se ressemblent, à tel point que chaque mois, ils sont obligés de s'échanger plusieurs kilos de courriers qui ont fini dans le mauvais pays. Alors, on va essayer d'aider les services postaux en faisant le point une bonne fois pour toutes. D'un côté, il y a la Slovaquie, le plus grand et le plus au nord. Forcément, l'autre, c'est le plus petit et le plus au sud. C'est la Slovénie, et ça tombe bien, car la Slovénie, c'est le sujet de cet épisode. La Slovénie fait partie de l'Union européenne depuis 2004 et si vous achetez quelque chose là-bas, ce sera en euros. La Slovénie, après Malte, Chypre et le Luxembourg, c'est le plus petit pays de l'Union européenne. On y trouve quand même 2,1 millions d'habitants et une capitale avec un nom vraiment pas facile à dire. C'est parti pour un concours de prononciation. Ljubljana. Non, perdu, la bonne façon de le dire, c'est Ljubljana, et même là, c'est pas facile. Avec presque 300 000 habitants, Ljubljana, c'est la plus grande ville du pays. Des bâtiments colorés, un château ancien qui surplombe la ville, des rues pavées piétonnes avec plein de terrasses, des arbres et des parcs partout, et une rivière qui serpente dans le cœur de la ville. C'est un vrai conte de fées, cette histoire. Si vous passez par Ljubljana, il y a de bonnes chances pour que vous vous y sentiez bien. Et si Ljubljana a cet aspect, c'est en partie grâce à un homme qui s'appelle Jože Plečnik, un architecte né dans la ville et qui va y concevoir toute une série de projets à partir des années 1920. Le stade d'athlétisme, c'est lui. La bibliothèque nationale, c'est lui. Des églises, des places, des bâtiments publics, c'est encore lui. Bref, si une construction vous interpelle à Ljubljana, il y a des chances que Jože Plečnik y soit pour quelque chose. Ça, c'est moi qui ai fait. Même le lieu le plus emblématique de la ville, le triple pont, un ensemble de 3 ponts collés les uns aux autres, et c'est lui. De nos jours, l'architecte reste une référence dans le pays et à Ljubljana, où il est enterré dans le plus grand cimetière de la ville, un cimetière qu'il a bien sûr lui-même conçu. Dans le Tour des 27, on aime parler de plein de choses, mais il y a une chose que l'on adore par-dessus tout, ce sont les légendes. Coup de bol, la création de Ljubljana repose sur une légende. On ne va donc pas se priver pour vous la raconter. Connaissez-vous Jason ? On ne parle pas de Jason Statham ni de Jason Derulo, mais bien de Jason, le personnage de la mythologie grecque, un héros surtout connu pour sa quête de la Toison d'Or. Si ça ne vous dit rien, on vous la fait courte. Jason est le fils d'un roi. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Mais se fait piquer le trône par son oncle qui l'envoie en exil. Longue vie au roi. Pour récupérer son royaume, il doit ramener la Toison d'Or, un objet magique super galère à récupérer. Mais Jason est déter et il réunit un équipage de héros grecs, les Argonautes. Ensemble, ils partent en bateau, ils éclatent des monstres, ils récupèrent le trésor et sur le chemin du retour, ils se paument. C'est là qu'on revient à la légende, parce qu'en cherchant à revenir, Jason et son équipage se retrouvent à traverser un marais situé près d'une rivière, et dans ce marais, il y a un dragon qui sème la terreur dans toute la région. Évidemment, Jason décide d'affronter le monstre, le combat est rude.
Mais Jason a quand même l'habitude de la bagarre et il finit par le tuer. La région est libérée et avant de partir, la petite troupe s'installe et fonde un village où il reste quelque temps pour se reposer. Vous l'avez compris, après leur départ, le village continue de se développer et finit par devenir Ljubljana. Aujourd'hui, le côté monstre sanguinaire, c'est fini. Arrête ça tout de suite. Le dragon est devenu le symbole protecteur de la ville. On le retrouve partout. Le surnom de Ljubljana, la ville des dragons. Sur le drapeau et le blason de la ville, il y a un dragon, un pont important de la ville, le pont des dragons, où l'on trouve des statues de dragons. Même la mascotte de la ville est un petit dragon trop mignon qui s'appelle Ljubo. Bref, si vous aimez Eragon ou les Magyars à pointe, Ljubljana, c'est fait pour vous. Si vous sortez de la capitale pour découvrir un peu le reste du pays, vous allez vite vous rendre compte de deux choses. Premièrement, la Slovénie, c'est très vert, 60% du pays est recouvert de forêts. Deuxièmement, la Slovénie, c'est très vallonné et même parfois carrément montagneux. Oui, toute la moitié nord du pays se trouve dans les Alpes, mais on trouve aussi des zones de plaine au sud et même un accès à la mer Adriatique. Bref, la Slovénie, c'est tout petit, mais c'est hyper varié. Pour nous présenter tout ça, on accueille le journaliste Florent Gaillard, qui a eu un vrai coup de cœur pour ce pays et qui a décidé de s'y installer il y a une quinzaine d'années. Bonjour, je m'appelle Florent, ça fait 15 ans que j'habite en Slovénie et je tiens un blog depuis 14 ans qui s'appelle Slovénie Secrète, qui est un guide de voyage sur la Slovénie. Florent, tu vis en Slovénie depuis un moment maintenant. Est-ce que tu te souviens des premières choses qui t'ont interpellé, qui t'ont plu quand tu t'es installé dans ce pays ? Au tout début, je dirais que c'était la petite taille du pays et ce que j'aimais bien à l'époque, c'était la proximité d'autres pays. J'étais assez jeune et donc j'avais envie de voyager et je trouvais ça hyper sympa de pouvoir en une heure changer de pays, en une heure partir en Italie, partir en Autriche, partir en Croatie, partir en Hongrie. Ça, c'est les pays limitrophes qui sont vraiment tout proches et on y accède très rapidement. Donc au début, je crois que c'est ce qui m'amusait beaucoup, avant de mieux découvrir la Slovénie et voir qu'il y avait aussi plein de choses à faire autour de chez moi. Oui, parce que la Slovénie, c'est plus petit que la Bretagne, par exemple, mais c'est hyper varié, c'est ça ? Oui, c'est très divers. En fait, ça fait la taille, c'est plus petit que la Bretagne, ça fait la taille de la Picardie, donc c'est vraiment petit, mais il faut imaginer qu'on a quasiment tous les paysages européens. Donc on a des montagnes avec les Alpes. Ensuite, on a des montagnes un peu plus basses qui vont être des collines jusqu'aux Alpes. Ensuite, on a aussi des plaines. On a la Méditerranée avec l'Adriatique. On a l'arrière-pays de la côte. On a une plaine pannonienne où là on peut cultiver du côté de la Hongrie. Et donc on a tous ces paysages très différents, des forêts, des rivières, des gorges, tout ça. Et on a aussi des saisons bien marquées que j'aime bien. Donc il fait vraiment froid l'hiver, vraiment chaud l'été, avec un bel automne, un joli printemps. Et ça permet de redynamiser encore ces paysages. C'est-à-dire que chaque endroit, on peut le voir au moins 4 fois, une fois sous la neige, une fois l'été, une fois au printemps, et une fois avec les couleurs de l'automne. Donc il y a beaucoup de choses à voir, et à chaque fois, 4 fois, on peut les voir. Et ça fait qu'il y a vraiment plein de choses à faire autour de Ljubljana. Et toi, du coup, ton endroit préféré en Slovénie, c'est quoi ? Les endroits où j'aime bien revenir, c'est assez classique. En fait, les gens sont très attirés par le lac de Bled, qui est ce petit lac en fait iconique de carte postale avec une église au milieu. Et pas loin de ce lac, il y a un lac qui est plus alpin, qui est le lac de Boeing, qui vraiment est très bien préservé, très beau, très naturel, bien encaissé, avec de l'eau où on peut se baigner assez longtemps, qui est pas trop froide. Et celui-là, j'aime bien retourner. Et par contraste, j'aime bien aussi aller sur la côte slovène. On a une ambiance un peu comme en Croatie ou des petits villages italiens, en fait, ça qu'on va retrouver. Et donc, ce qui est vraiment génial, c'est le contraste, en fait, entre ces montagnes, la mer, les collines. Il y a une particularité qui, moi, m'éblouit toujours, c'est la frontière entre la Slovénie et l'Italie, donc qui se trouve près de la mer. Là, on a deux peuples en fait qui se sont pas beaucoup mélangés. Donc, on a d'un côté des Slaves, donc les Slovènes, et de l'autre côté des Latins, donc les Italiens. Et il y a une espèce de mur invisible qui fait qu'ils ont peu échangé. Parce que quand on passe la frontière, par exemple, entre le nord de la France et la Belgique, il y a quand même beaucoup de similitudes. Là, quand vous passez la frontière, vous avez presque l'impression d'avoir pris l'avion, alors que vous avez fait 3 kilomètres. Et ça, c'est assez... Je vois pas trop d'autres endroits en Europe où on aurait comme ça un point de friction entre deux peuples qui seraient pas beaucoup mélangés.
La côte slovène, donc, un endroit en particulier ? Et c'est Piran. En fait, Piran, c'est une péninsule c'est un petit village qui est sur une péninsule. On a un campanile qui est une copie de celui de la place Saint-Marc à Venise. On a une magnifique place, des jolies couleurs. Enfin, c'est le petit village italien, croate qu'on peut imaginer parfait. Et ce qui est très bien, c'est qu'il est encore bien protégé du tourisme de masse. Il y a encore énormément d'habitants. On a encore beaucoup de Slovènes qui viennent prendre leur café, des pêcheurs. Donc c'est encore très, très authentique et très préservé. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et si on retourne dans les montagnes slovènes du côté du lac de Bled et de Bohinj, on entre dans le seul parc national de Slovénie, un parc qui est particulièrement important. Alors c'est important parce qu'il y a le plus haut sommet du pays, qui est le Triglav, et selon la légende, enfin selon l'adage populaire, on devient un vrai Slovène une fois qu'on a monté le Triglav, qui fait 2864 mètres, quelque chose comme ça. Et en fait, dans tout ce parc naturel, national, on a les plus grandes montagnes. Et on a plein de circuits de randonnée, mais on a aussi plein de choses différentes. Il y a des gorges. Il y a un très joli plateau avec des grands sapins qui ressemblent un peu à la Finlande. On a une rivière incroyable qui est la Socha, où les kayakistes de toute l'Europe viennent parce que la couleur est vraiment émeraude. Enfin, souvent on se fait un peu avoir par Instagram, par les filtres Instagram. Là, sur place, on trouve vraiment ça. Et le Triglav, d'ailleurs, c'est tellement important pour les Slovènes qu'on le retrouve sur le drapeau du pays. Ouais, on retrouve en fait le sommet sur le drapeau. Et si on regarde bien le drapeau, en fait, il est en 3, parce que Triglav, ça veut dire 3 têtes. Et donc, vous voyez, il y a 3 sommets, en fait. Ce sont les 3 têtes, c'est ça que ça signifie. Et du coup, la question que tout le monde se pose, est-ce que tu es monté, toi, en haut du Triglav pour devenir un vrai Slovène ? Je suis pas encore un vrai Slovène. Je l'avais fait en hiver, donc je suis monté au pied du Triglav, et après, c'était trop dangereux. Et après, moi, j'ai une préférence pour des randos qui font 4-5 heures. Et là, il y a quand même plusieurs journées à s'enfiler, de grosses randos, où je prends pas spécialement de plaisir. Il y a une autre particularité de la Slovénie, c'est que c'est un pays où on trouve énormément de grottes, c'est ça ? On a une région qui est en fait entre Ljubljana, qui est au centre du pays, la capitale, et la côte, qui s'appelle le Karst. Et donc là, on a des grottes immenses. Alors, on a 2 qui sont très connues. T'as Postena, qui sont ouvertes depuis maintenant plus de 2 siècles, où on a un petit train à l'intérieur. Et là, on commence par prendre un train, on circule dans plein de cavités qui sont gigantesques, à toute berzingue, avant d'arriver dans un autre endroit encore plus beau, avec des stalagmites. Et là, c'est des stalactites. Et là, c'est l'une des plus belles grottes que vous aurez jamais vues. La grotte est peut-être la plus grande d'Europe, ou c'est au moins l'une des plus grandes d'Europe, c'est certain. C'est vraiment, vraiment incroyable. Et on a une autre grotte, qui sont les grottes de Skocjan, qui commence un peu pareil, de façon assez classique, si vous avez déjà vu des grottes, mais qui à un moment arrive sur un énorme canyon souterrain, qui lui peut pas vous laisser indifférent. Ça ressemble à une scène du Seigneur des Anneaux, et là c'est complètement fabuleux. Une dernière question, gastronomie, avant de terminer, est-ce qu'on mange bien en Slovénie ? En Slovénie, on mange bien, parce qu'en fait, il y a tout un réseau de restaurants dans la campagne, beaucoup plus qu'en France, très présent. Et les Slovènes, ils vont beaucoup dans la nature, et en fait, ils font toujours la même chose. Ils vont randonner, globalement, se promener dans la nature, et ensuite, ils s'arrêtent pour manger. Et il y a un truc qui est vachement bien, c'est qu'on peut manger entre 11h30 du matin jusqu'à 21h le soir, et ça sert en continu. Au niveau de la gastronomie, en fait, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que le pays est petit, mais en fait, il est influencé par les pays voisins. Et en fait, chaque portion de la Slovénie va être un peu une cuisine qui est un peu celle de son voisin. Donc, on va retrouver de la cuisine qui ressemble un peu à la cuisine autrichienne, un peu à la cuisine italienne, un peu à la cuisine croate. Et c'est ça qu'on va retrouver. Donc, ce qui fait qu'on a un tout petit pays, on a plein de cuisines différentes. Et plutôt bonne, sans être non plus, je dirais pas que c'est la destination gastronomique de l'année, hein, mais c'est mieux qu'en Hollande, et c'est moins bien qu'en Italie. Merci beaucoup à Florent Gaillard. Si vous passez un moment en Slovénie, n'hésitez pas à jeter un œil à son blog. Ça s'appelle Slovénie secrète, et vous y trouverez tout un tas de conseils et d'astuces pour profiter au mieux de votre voyage. Vous le savez maintenant, en Slovénie, on trouve énormément de grottes. Ce n'est donc pas si surprenant que ce soit en Slovénie que l'on trouve aussi le plus grand château troglodyte du monde, le château de Prediama. Le château de Prediama, c'est un château construit à flanc de falaise, à moitié incrusté dans la roche et dans une zone particulièrement difficile d'accès. Depuis sa construction au XIIIe siècle, le château de Prediama a été agrandi et rénové à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il est en excellent état et vous pouvez même le visiter et y découvrir l'histoire d'Erasme.
Alors, désolé pour les fans de philosophie, il ne s'agit pas d'Erasme, le philosophe dont on a déjà parlé dans le tout premier épisode du Tour des 27, qui est d'ailleurs toujours disponible, n'hésitez pas à aller l'écouter. Cette fois-ci, il s'agit d'Erasme, le chevalier brigand, un rebelle qui vécut au XVe siècle et qui eut le malheur de tuer un proche de l'empereur d'Autriche. C'est pas de quoi vous êtes sorti, mon petit vieux, mais vous êtes dans la merde. Erasme fut poursuivi par les troupes impériales et c'est donc dans ce château réputé imprenable qu'il finit par se réfugier. Là-bas, encerclés par l'ennemi, Erasme et ses hommes vont utiliser les grottes à leur avantage pour se ravitailler en secret. Ils vont ainsi tenir plus d'1 an et les assaillants ne comprennent pas d'où vient toute cette nourriture, ce qui va offrir à Erasme de Prediama une solide réputation. Il y a ici crime de sorcellerie. Malheureusement, la fin de l'histoire est moins resplendissante. Le chevalier va être trahi par un serviteur qui va avertir les assiégeants alors qu'Erasme se trouve dans le seul endroit à portée de tir, les toilettes. Je suis désolé, j'ai une affaire urgente à régler. Une catapulte s'actionne, le rocher s'envole et fracasse les cabinets. C'est la fin pour Erasme, le Robin des Bois slovène, qui, à défaut d'avoir vaincu l'empereur, aura quand même terminé sa vie sur le trône. T'es un petit rigolo, toi, hein ? Dans cet épisode, on a déjà parlé de Jože Plečnik ou encore du chevalier Erasme, mais il reste des personnalités célèbres et actuelles qui sont originaires de Slovénie. On peut par exemple évoquer Melania Trump, la femme de Donald Trump. I don't want government in my personal business. Mais très vite, quand on regarde la liste des Slovènes connus à l'international, on remarque un truc. Bien souvent, ce sont des sportifs. Exemple, Tadej Pogačar et Primož Roglič en cyclisme, Luka Doncic en basket, Janja Garnbret en escalade ou Alenka Hartnik en plongée. La liste est encore longue, mais vous avez compris l'idée. Le sport en Slovénie, c'est important. Presque tous les Slovènes pratiquent une activité sportive. Sur le podium, le cyclisme, la randonnée et le ski. Et chaque année, dans le nord-ouest du pays, il y a une vallée qui accueille un événement très attendu par les Slovènes. C'est sur le site de Planica que se tient chaque année la compétition qui clôture la Coupe du Monde de saut à ski. En France, le saut à ski, on ne suit pas vraiment ça de très près, mais en Slovénie, c'est autre chose, une vraie tradition nationale. Le pays compte plusieurs dizaines de tremplins officiels et le site de Planica est l'une des références mondiales de saut et de vol à ski. À Planica, on essaie de repousser les limites de la gravité depuis des décennies et on y arrive plutôt bien, à tel point qu'en 1936, Sepp Bradl, un sportif autrichien, s'élance à son tour sur la piste du tremplin Mammut, le plus grand des tremplins. Il prend de la vitesse, beaucoup de vitesse, et s'envole loin, très loin. En atterrissant, Sepp Bradl comprend qu'il a fait quelque chose de grand. Il vient en effet de battre le record du monde de saut à ski en devenant le premier à franchir la barre symbolique des 100 mètres de distance parcourue dans les airs. Quelques décennies plus tard, en 1969, les frères Goríček vont construire un nouveau tremplin à Planica, 240 mètres de descente qui se termine par une remontée et un envol garanti. Ah ouais, quand même. Le tremplin des frères Goríček est tout simplement le plus grand tremplin du monde et le restera jusqu'en 2010. C'est sur cette piste que les records vont continuer de s'enchaîner avec une nouvelle marque symbolique en 1994, quand la barre des 200 mètres est dépassée pour la première fois. Alors, si vous voulez vous envoler à ski direction Planica, direction la Slovénie. Vers l'infini et au-delà! On arrête de parler sport pour parler alcool, à consommer avec modération bien sûr. Dans un précédent épisode du Tour des 27, on avait découvert la passion des Portugais pour le vin, une passion commune avec la Slovénie qui possède également une tradition viticole ancienne. Et c'est notamment le cas dans la ville de Maribor, la deuxième plus grande ville du pays, où les habitants sont très fiers de récolter le vin de la plus vieille vigne de la planète. Oui, depuis plus de 450 ans, la vieille vigne, comme on l'appelle, réussit à survivre au temps et aux hommes. Plantée au début du XVIIe siècle, elle s'étend aujourd'hui sur la façade d'une maison et continue de produire chaque année une 50aine de kilos de raisins. Une vraie attraction qui possède son propre musée, ses propres événements qui lui sont dédiés et même son propre hymne.
Si vous voulez accompagner votre verre de vin d'un petit plaisir sucré, voici la recommandation du tour des 27, c'est le kremšnita, une pâtisserie slovène en forme de cube qui se compose de plusieurs couches. En premier, une fine couche de pâte feuilletée, puis une épaisse couche de crème à la vanille. Ensuite, on rajoute une couche de crème fouettée, puis pour finir, une nouvelle couche de pâte feuilletée. Dis donc, ça a l'air délicieux ce que tu nous as préparé, Babou. Pour savourer ce délicieux dessert, le mieux, c'est quand même de se rendre dans la ville de Bled, car c'est dans un hôtel de cette ville que le kremšnita a été inventé en 1953. Au pied des Alpes, la ville de Bled, c'est l'une des destinations touristiques les plus importantes de Slovénie, et tout ça, c'est grâce à son lac. Un lac aux eaux transparentes dans lesquelles se reflètent les montagnes enneigées des Alpes au loin et le vert des arbres qui sont omniprésents. En été, c'est l'idéal pour se baigner paisiblement et profiter de la vue. Juste au-dessus, perché sur une falaise, un château médiéval surveille la zone depuis des siècles. Et au milieu du lac, une île, la seule île de toute la Slovénie, abrite une petite église. Oui, le lac de Bled, c'est sublime, c'est historique et c'est agréable. On est bien. De quoi ravir tout le monde, et c'est pourquoi l'on trouve tout le long du lac de riches demeures cachées entre les arbres. Une des plus impressionnantes, sans aucun doute, c'est la Villa Bled, un bâtiment dessiné par, évidemment, Jože Plečnik, l'architecte de Ljubljana, et qui fut l'ancienne résidence d'été de Tito. C'est qui ce type ? Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais il y a quelques décennies encore, Tito était l'homme fort incontesté des Balkans. Durant plus de 35 ans, il fut le dirigeant de la Yougoslavie communiste, dont la Slovénie était l'une des républiques les plus prospères. C'est sous le règne de Tito que la Yougoslavie réussit à se démarquer sur la scène internationale et à rendre accessible au plus grand nombre l'emploi, l'éducation et les soins gratuits. Mais il faut aussi se rappeler que Tito était un dirigeant autoritaire qui faisait disparaître ses opposants par milliers et qui imposait un véritable culte de sa personnalité, faisant même de son anniversaire le jour de la fête nationale. Il est un peu prétentieux, lui, tu sais. Après sa mort en 1980, la Slovénie s'éloigne peu à peu du système yougoslave. Le 25 juin 1991, la Slovénie annonce officiellement son indépendance et devient la première république à quitter la Yougoslavie. Un événement qui ne fait pas franchement plaisir au gouvernement yougoslave. La guerre éclate, mais va seulement durer une dizaine de jours et faire moins d'une centaine de morts. On arrête ça là, ok ? Alors c'est évidemment déjà trop, mais c'est très peu comparé aux conflits qui vont ravager durant des années les autres pays des Balkans lors de l'effondrement de la Yougoslavie. C'est donc une chance pour la Slovénie qui va échapper à des destructions de masse et qui va très vite pouvoir tourner la page après son indépendance. Pour terminer cet épisode, on va parler abeilles. Depuis longtemps, la Slovénie cultive une tradition d'apiculture très présente. En Slovénie, on estime qu'un habitant sur 200 possède des ruches, c'est 4 fois plus que la moyenne européenne. Pas si étonnant donc que la Slovénie soit très active dans la protection des abeilles, au point d'en être un acteur de premier plan. En 2011, c'est bien la Slovénie qui fut le premier État membre de l'Union européenne à bannir les néonicotinoïdes, ces pesticides particulièrement nocifs, notamment envers les abeilles. C'est aussi la Slovénie qui va militer pour pousser l'Union européenne à adopter des mesures similaires 7 ans plus tard. Et c'est encore la Slovénie qui, en 2014, lance l'idée d'une journée mondiale des abeilles pour sensibiliser la population. Après plusieurs années de négociations, l'ONU va finalement accéder à cette demande. They are very, very important for pollination, for biodiversity, and they are influencing climate change. Et pour souligner le combat de la Slovénie, la journée mondiale des abeilles est fixée au 20 mai, la date de naissance du Slovène Anton Janša. Né au XVIIIe siècle, c'est l'un des pionniers de l'apiculture moderne. Alors, dans le tour des 27, on espère que ce combat va continuer de payer, et comme le dit un proverbe slovène, on espère que la hache tombera dans le miel. Autrement dit, on espère que la Slovénie aura de la chance. Parce que oui, vous vous en doutez, ça avance au sein de l'Union européenne, mais ça prend du temps.
Évidemment, car l'Union européenne, c'est 27 pays et encore plus d'histoire, de culture et sûrement de lobby à affronter. Des pays que vous pourrez bientôt découvrir dans les prochains épisodes. En attendant, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager. C'était Story Quo. À la prochaine dans le Tour des 27.